Alors bonjour, donc on continue avec la thermodynamique. Donc on va voir les systèmes thermodynamiques. C'est quoi un système thermodynamique? Donc en thermodynamique, lorsqu'on veut étudier un système, donc un corps ou un ensemble de corps, alors par exemple, si vous avez un solide de masse m, un solide de masse m, donc on veut l'étudier thermodynamiquement. Alors ça c'est notre système thermodynamique. Alors le reste, c'est le milieu extérieur. Alors, c'est-à-dire entre le milieu extérieur et le système, ils sont séparés par cette surface réelle. Alors, il peut y avoir des échanges de chaleur ou de travail avec le milieu extérieur. Alors, c'est-à-dire lorsqu'on veut étudier un système thermodynamique, il faut le déterminer, il faut le préciser. Alors, le reste, c'est un milieu extérieur, de telle façon que le milieu extérieur, plus notre système thermodynamique, ça donne l'univers. Alors, tout l'univers. Alors, les systèmes thermodynamiques, on peut, donc les systèmes thermodynamiques, on peut distinguer trois types de systèmes thermodynamiques. Donc, il y a les systèmes ouverts, système fermé et système isolé. Un système ouvert, c'est un système qui peut échanger de la matière et de l'énergie avec le milieu extérieur. Avec le milieu extérieur. Alors, les deux, donc, il peut échanger de la matière, c'est-à-dire de la matière peut entrer, sortir, et de l'énergie aussi peut entrer ou sortir. C'est-à-dire que le nombre de moles peut changer et l'énergie du système aussi peut changer. Alors, fermé, il peut changer seulement de l'énergie avec le milieu extérieur sans changer de matière. Et un système isolé, donc il ne peut changer ni matière, ni énergie. Ni énergie. Donc, alors la plupart du temps, on travaille avec les systèmes, donc on traite beaucoup, donc dans la plupart des cas, souvent on traite les systèmes faits fermés, c'est-à-dire il y a un échange d'énergie sans matière. Alors, pour distinguer un système thermodynamique, c'est-à-dire supposer vous avez un gaz dans une enceinte, c'est le système étudié, un gaz. Alors, pour le distinguer, on peut le distinguer par des paramètres d'état, à savoir par exemple le nombre de moles ou la masse du gaz, le nombre de particules si vous voulez, la température des gaz, la pression, alors tout ça, donc le volume si vous voulez. Alors tout ça, c'est ce qu'on appelle les paramètres d'état. Paramètres d'état. C'est-à-dire ce sont les paramètres qui déterminent l'état thermodynamique des systèmes. Alors, ces paramètres d'état souvent sont liés par une équation d'état. Donc, l'équation d'état, c'est une équation qui est liée entre ces paramètres d'état. Un exemple très connu, c'est l'équation des gaz parfaits. PV est égal N nRT. C'est-à-dire que P et V, N et T sont liés par cette équation pour les gaz. Ça, c'est pour les gaz, pour un gaz parfait. Alors, c'est-à-dire que d'une manière générale, une équation d'état, c'est une fonction ou c'est une équation qui est liée entre les paramètres A, P, V, T, nombre de moles, ainsi de suite, égal à 0. Donc ici, c'est pour les gaz parfaits, PV moins nRT égale à 0. Alors, un paramètre d'état, bien sûr, si on fait changer, donc si ils sont liés entre eux, donc si on change le volume des gaz, peut-être la pression, donc la pression et la température peuvent changer,
Et si on change le nombre de mois, donc les autres paramètres sont touchés, donc ça dépend. Donc donc ces paramètres sont liés entre eux. Alors souvent souvent on étudie les systèmes en équilibre thermodynamique. C'est quoi un équilibre thermodynamique? Alors équilibre thermodynamique. Donc en plus de l'équilibre équilibre mécanique, c'est-à-dire la somme des forces égale à 0, donc au repos, et pas de réaction chimique si vous voulez. Donc il faut que les paramètres d'état n'évoluent pas au cours du temps, c'est-à-dire les paramètres d'état n'évoluent pas au cours du temps, c'est-à-dire cours du temps. Ils peuvent faire des fluctuations, bien sûr, c'est normal, mais ces fluctuations, c'est autour d'une valeur moyenne. Donc, il faut que les paramètres restent grosso modo fixes au cours du temps. Alors, s'il y a un changement, donc on peut passer d'un équilibre à un autre, c'est-à-dire d'un état d'équilibre, par exemple un système dans un état d'équilibre 1, état d'équilibre défini par une température initiale, volume initial, pression initiale, nombre de mois initial. C'est-à-dire un équilibre thermodynamique défini par des paramètres d'état T1, V1, P1, N1. Donc, ces paramètres d'état peuvent évoluer vers d'autres valeurs, mais aussi un état d'équilibre, c'est-à-dire puis il se fixe dans les valeurs T2, V2, P2, N2. Donc on dit qu'on a passé d'un état d'équilibre 1 vers un état d'équilibre 2 au état final 2. Alors ça c'est une transformation thermodynamique. Transformation thermodynamique. Alors cette transformation thermodynamique, donc on peut distinguer plusieurs types. Transformation thermodynamique. Alors on peut parler d'une transformation isotherme. Isotherme, c'est lorsque la température reste constante, c'est-à-dire la température initiale est égale à la température finale. Donc, dans ce cas, on parle d'une transformation isotherme, c'est-à-dire la pression et le volume peut-être échangent, mais obligatoirement, donc, la température doit être constante au cours de la transformation. Ça, c'est une transformation isotherme. On parle aussi d'une transformation isobare. C'est lorsque la pression reste constante. Alors, ou transformation isocore. Isocore, c'est lorsque le volume reste constant, c'est-à-dire le volume ne change pas. Alors ça, c'est pour le système rigide. Système rigide, c'est-à-dire les parois sont rigides, sont indilatables ou incompressibles, c'est-à-dire le volume reste constant. Donc on peut parler d'une transformation adiabatique. Alors c'est lorsque il n'y a pas de chaleur, d'échange de chaleur avec le milieu extérieur, c'est-à-dire les parois. On dit que c'est lorsque les parois sont adiabatiques, ne permet pas l'échange de chaleur avec le milieu extérieur. Donc on peut parler d'une transformation quasi-statique.
quasi statique, c'est lorsqu'on passe, pour passer par exemple de l'état initial vers l'état final, on passe par une infinité d'états d'équilibre, c'est-à-dire le changement se fait progressivement en passant par plusieurs ou un grand nombre d'états d'équilibre. Un exemple, donc par exemple si vous avez un gaz enfermé dans une enceinte, alors c'est un piston, supposez un piston mobile qui peut se déplacer. Alors et vous avez ici un gaz. Alors si on met par exemple une masse M sur le piston, alors le piston il descend vite, et on définit en passant de l'état 1 vers l'état 2, l'état initial A vers l'état initial 2, donc on passe d'une manière rapide, c'est-à-dire sans passer par des états d'équilibre. Donc on peut parler que de l'état initial et l'état final. Alors les états intermédiaires sont mal définis. Alors ça c'est une transformation, on dit que c'est une transformation brutale ou rapide. Brutale ou rapide. Alors par contre, si on fait la même expérience, alors la même masse M, mais on l'ajoute progressivement. Alors c'est-à-dire 1 kg. Si vous avez cette masse-là qu'on a posée déjà sur le piston, c'est 1 kg. Ici, donc, on va l'ajouter progressivement, c'est-à-dire si vous avez du sable, on ajoute grain par grain. Alors, pour arriver à l'état final, on va passer par des états d'équilibre intermédiaires, une infinité d'états d'équilibre. C'est-à-dire, là, donc, vous avez ce kilogramme sous forme de sable. Donc, on ajoute grain par grain. C'est-à-dire que le piston il va descendre d'une manière très très lente en passant par des états d'équilibre intermédiaires, intermédiaires avant d'arriver à l'état final. Alors ça, on dit que c'est une transformation quasi statique. Alors, il faut faire attention, il faut donc distinguer la transformation brutale de la transformation quasi statique, parce que ça, c'est déterminant dans les calculs qui viennent après. Alors maintenant, donc il reste à parler sur les transformations réversibles. Alors on a déjà parlé sur ça en mécanique, et on a dit donc par exemple si vous avez un pendule qui oscille autour de la position d'équilibre sans frottement. Alors si on alors si on a une vidéo de ce mouvement et on fait marche en arrière, donc on peut pas faire la différence entre les deux vidéos, c'est-à-dire le vidéo direct et le vidéo en arrière. Donc on peut pas faire la différence entre les deux. Alors là, on dit que c'est un mouvement réversible, c'est-à-dire on peut pas, donc tout simplement on peut pas faire la différence entre T et moins T. C'est-à-dire le retour en arrière, on ne peut pas le détecter. Alors, par exemple, si des frottements existent, alors on sait que l'oscillation il se fait avec amortissement. Si on fait le vidéo en arrière, alors on va remarquer que les deux vidéos en direct en arrière sont différentes. Donc le premier, donc on pense par la position maximale
et l'angle θ diminue jusqu'à s'arrêter à l'état d'équilibre. Et pour le vidéo en arrière, on va remarquer que le mobile commence par la position d'équilibre en oscillant et en augmentant l'angle maximal pour arriver à l'état final. C'est-à-dire qu'on peut faire la différence entre les deux. Donc avec sans frottement, on peut dire que c'est réversible. Et avec frottement, c'est irréversible. Alors la même chose pour en thermodynamique. Alors lorsque vous avez une transformation, on passe de l'état A, l'état initial, vers l'état final. Alors la transformation il est réversible si on peut passer de l'état B vers l'état A en passant par les mêmes états d'équilibre. C'est-à-dire on ne peut pas faire la différence entre la transformation dans le sens direct et le sens inverse. Alors, c'est-à-dire ça oblige automatiquement qu'on doit passer par une infinité d'états d'équilibre. C'est-à-dire, lorsqu'une transformation est réversible, obligatoirement, il doit être quasi statique. Mais ça, c'est un quasi statique. Mais ça, c'est une condition nécessaire, mais insuffisante. Parce que même s'il est quasi statique, il doit être renversable. Renversable. C'est-à-dire, si on fait la transformation dans le sens inverse, il faut passer par les mêmes états d'équilibre. Alors, c'est-à-dire, pour dire qu'une transformation est réversible, il doit être quasi statique, c'est-à-dire très lente. Il passe par une infinité d'états d'équilibre et en même temps renversable, c'est-à-dire on peut passer de l'état B vers l'état A en passant par le même état d'équilibre. Alors ça, donc on peut dire que c'est une transformation réversible. Alors la réalité, donc c'est comme en mécanique, donc on peut pas négliger les frottements. Les frottements, ils sont toujours là. Tout simplement, on peut les négliger. Mais la réalité, c'est toujours il y a des frottements, c'est-à-dire la réversibilité, les transformations réversibles, c'est des cas qui sont idéaux. C'est des cas idéaux. La plupart des transformations, toutes les transformations réelles sont irréversibles. Mais quand même, vous allez voir que l'utilité de ce type de transformation, même s'ils sont idéaux.